Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, remaniement ministériel. À moins de 3 mois des élections générales en Centrafrique, 6 nouvelles personnalités ont fait leur entrée au gouvernement. Report du procès d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien ne sera finalement jugé qu'à partir du 7 septembre 2015, aux grandes dames de ses victimes. Et puis le Cameroun a fait sa transition vers le numérique le 10 juillet 2015. L'Afrique en miniature devient ainsi le 7e pays africain à respecter cet engagement pris en 2006. Nouveau remaniement ministériel en République centrafricaine, le deuxième en moins d'un an pour le Premier ministre Mahama Kamoun. La nouvelle équipe dévoilée lundi aura pour mission de conduire les affaires du pays jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement issu des élections programmées en octobre et novembre 2015. Emmanuel Miimono. C'est le deuxième remaniement ministériel en Centrafrique. La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend 6 nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-remaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à ses prestations au sein du gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la prétention de se plier du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détoile laisse la place à Lydie Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Vénézui, l'ancien coordonnateur adjoint des Anti-Balaka. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du Forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. Après le Forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les fils de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos passé et pouvoir regarder vers l'avenir. Donc, un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas poser de problème pourvu qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce remaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Sambane-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. Au Sénégal, le procès très attendu d'Hissène Habré n'aura duré que 2 jours. Les juges des chambres africaines extraordinaires ont décidé de le renvoyer au 7 septembre 2015. Un délai supplémentaire qui permettra à ses avocats commis d'office de s'imprégner du dossier. Voyez ce reportage d'Ela Djindjaï, notre correspondant au Sénégal. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est renvoyé au 7 septembre. L'accusé a refusé de comparaître lors des 2 premiers jours de son procès. Ses avocats ont aussi boycotté le procès qui a démarré le lundi 20 juillet au tribunal de Dakar. Après plusieurs renvois, les chambres africaines extraordinaires ont commis d'office 3 avocats pour assurer la défense de l'ancien homme fort de N'Djamena. C'est un scandale que nous dénonçons. C'est la preuve manifeste que ceux qui veulent juger Hissène Habré ne sont pas prêts à respecter les droits du président Hissène Habré. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est prévu que dans le cas où l'accusé n'a pas d'avocat. Or, le président Hissène Habré a bien choisi ses avocats et il a décidé que sa stratégie de défense, qui relève de sa seule responsabilité, c'est de ne pas comparaître à l'audience. Les nouveaux avocats ont 45 jours pour prendre connaissance du dossier de l'ex-président tchadien jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Au cours de l'audience de ce mardi, Hissène Habré est resté fidèle à lui-même comme au premier jour du procès en gardant le silence. Le silence, ça s'explique par le manque de courage de Habré de dire que moi, c'est vrai, je reconnais les faits. Il n'a pas ce courage. Et c'est pourquoi il adopte le silence. Et donc, quand c'est comme ça, vous êtes à la justice, on vous pose des questions, vous refusez de répondre, on vous dit prenez un avocat pour vous défendre, vous refusez. Mais qu'est-ce qui reste encore? On constate et puis on continue. La procédure devait continuer jusqu'au fond et aboutir à une décision, un arrêt qui puisse, ne serait-ce que
calmer les victimes qui attendent depuis des années. Mais nous sommes au regret de constater que la Cour ou bien la Chambre d'assises fait la loi de Hissène Habré. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est qu'Hissène Habré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu. Comme je l'ai dit, le procès est illégitime, et ça serait cohérent de sa part d'ailleurs. Si le tribunal ici est illégitime, la désignation qui vient du tribunal est aussi illégitime. Et donc, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Bien. Il peut aussi activer les avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions d'incompétence, de récusation, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Ces 2 journées donnent un avant-goût des 3 mois de débat à venir, un procès au cours duquel les victimes présumées de Hissène Habré n'auront probablement pas l'occasion d'entendre les explications de l'ancien chef d'État. Journée de vote ce mardi au Burundi. Quelques 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Une élection boycottée par l'opposition et décriée par la communauté internationale. Mais malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert à 6 h GMT et le taux de participation partielle à la mi-journée était aux alentours de 50%. On écoute à ce propos Pierre Claver Ndaï Chariele, président de la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin se déroule dans des conditions de paix, de sécurité et de liberté. Les bureaux de vote sont ouverts pour la plupart à 6 h du matin avec de légers retards dans certains bureaux de vote très limités de 10, 20 minutes, 25 minutes pour des raisons de présence physique à temps des membres des bureaux de vote. Nous avons des observateurs de la communauté est-africaine, nous avons des observateurs de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et bien sûr beaucoup d'observateurs domestiques. Nous disons maintenant à l'heure où nous parlons que c'est un scrutin qui se déroule dans la sérénité totale sur l'ensemble du territoire national. L'actualité économique à présent avec la chute du prix du pétrole. Le Gabon ainsi que l'ensemble des pays exportateurs de l'or noir connaissent un ralentissement de leur croissance économique du fait des ajustements budgétaires. Une situation qui implique donc la mise en place de nouvelles stratégies. Explication dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Préserver la viabilité de la dette publique afin que celle-ci soit soutenable, c'est la stratégie du Gabon. Au dernier trimestre 2014, l'encours de la dette était de 2660,5 milliards de francs CFA, représentant 29,7% du PIB, et le service de la dette publique ressortirait à 402,2 milliards de francs CFA, équivalent à un ratio de liquidité de 15%. Malgré les possibilités d'endettement que nous avons, nous préférons rester à un niveau proche de 35%. Alors que je précise bien que les plafonds fixés dans le cadre des indicateurs de la convergence, au niveau donc de la surveillance multilatérale de la CEMAC, c'est 70% de ratio de dette par rapport au PIB. Parce que nous voulons préserver absolument la viabilité de la dette publique. Il faut que la dette publique puisse être soutenable, malgré les possibilités que le Gabon peut avoir. En 2015, la stratégie du gouvernement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement, ce en dépit des marges d'emprunt existants. Cette approche permet au pays d'explorer de nouvelles voies de financement de projets tels que le partenariat public-privé. Nous avons recours maintenant à d'autres types de financement. Partenariat public-privé, c'est un mode de financement qui permet de délaisser la contrainte d'endettement. Et c'est cette stratégie aujourd'hui que le Gabon a. Nous allons cette année finaliser le cadre juridique des partenariats publics-privés. Le projet de loi il va être transmis au Conseil d'État. Le plafond annuel de nouveaux emprunts du pays est fixé à 11,2% du produit intérieur brut en 2015, 6,1% en 2016 et 7% en 2017, soit une moyenne de 8,1% sur la période 2015-2017. Ces emprunts se chiffrent respectivement à 885 milliards de francs CFA, 580 milliards de francs CFA et 718 milliards de francs CFA, soit une moyenne annuelle de 727,7 milliards de francs CFA. Le basculement de l'analogique au numérique est effectif au Cameroun depuis le 10 juillet 2015. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie du bouquet expérimental qui sera par la suite élargi à une trentaine de télévisions. Un reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun.
Le Cameroun se met à l'heure de la TNT, la télévision numérique terrestre. Moins d'un mois après le 17 juin 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, la première économie d'Afrique centrale a rejoint le cercle encore fermé des pays africains ayant réussi la transition au numérique. Une transition progressive qui a démarré le 10 juillet 2015 par Douala et Yaoundé, les deux plus grands centres urbains, et qui s'étendra progressivement au reste du pays. J'annonce donc avec beaucoup de plaisir que les deux principales villes du Cameroun ont basculé déjà au numérique pour une couverture en gros de 25% de notre population. Je voudrais également pour vos téléspectateurs dire que nulle part ailleurs de par le monde le basculement de l'analogique vers le numérique ne s'est passé du jour au lendemain sur l'ensemble d'un territoire. C'est un processus. On va toujours étape par étape. Là, nous sommes dans la phase expérimentale. Pour cette phase expérimentale qui durera moins de 3 mois, 1000 foyers seront équipés de terminaux de réception. Objectif, parfaire le système avant la commercialisation des décodeurs. Nous entendons mettre à la disposition de cette population cible 1000 décodeurs. C'est donc cette population cible, cette population témoin, que nous avons donc distribué ça et là dans les deux grandes métropoles qui vont nous dire à cet endroit, voici la qualité de la réception, à tel autre endroit, voici telle autre qualité de réception. Que nos populations ne s'impatientent pas. Lorsque tout sera fin prêt, nous leur dirons où se trouve le décodeur. C'est la chaîne nationale publique CRTV, Cameroun Radio and Television, qui a été désignée comme multiplexeur et diffuseur de la TNT. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie de la version expérimentale du bouquet. Dans un proche avenir, plus de 30 chaînes y figureront. Coût global du passage de l'analogique au numérique au Cameroun, environ 110 milliards de francs CFA. À ce jour, seulement 7 pays africains ont opéré leur transition numérique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.